Comment améliorer ses relations? Évitez les habitudes dans vos relations. Les habitudes ne sont pas mauvaises en soi, mais lorsqu'elles sont utilisées à mauvais escient, elles peuvent devenir très dommageables. Nous avons tendance à penser que les habitudes sont des choses comme fumer, manger quand on ne devrait pas ou se ronger les ongles. Ce que nous négligeons souvent, c'est que tout comportement peut devenir une habitude. Et de même, nous oublions comment toute interaction peut devenir habituelle. Et comment l'habitude peut finir par s'insinuer dans tous les aspects de votre vie, y compris dans vos relations. Habitudes et partenaires amoureux. Les premiers jours de votre relation sont incroyablement importants. Non seulement c'est une occasion importante d'apprendre à se connaître, mais c'est aussi le moment où vous allez établir les règles de base et tester les limites de l'autre. En d'autres termes, c'est au cours de ces premiers jours de votre relation que vous définirez le format et la nature de la relation à venir. Et c'est à ce moment-là que les habitudes et les précédents peuvent s'installer. À un niveau très élémentaire, si vous envisagez d'emmener votre partenaire au travail en voiture le matin, vous devriez peut-être y réfléchir. Cela semble être un beau geste, mais si vous le faites une fois, vous devez potentiellement être prêt à le faire tout le temps. Parce que si vous le faites une fois, vous le ferez presque certainement à nouveau. Et une fois que vous l'avez fait 4 fois, la question devient, pourquoi ne pas le faire tout le temps? Lorsque vous ne le faites pas, vous donnez l'impression d'être activement paresseux, de vous désintéresser et de punir votre partenaire. Par conséquent, une attente est fixée et cela devient la nouvelle norme. La même chose se produit dans nos autres relations en dehors de l'amour. Disons que votre grand-mère vous offre 50 € chaque année pour votre anniversaire. Il est maintenant très difficile pour elle de baisser ce montant. Le problème est que ce comportement habituel et cette attente peuvent aller au-delà des petits gestes et finir par avoir un impact sur le fondement même de votre relation. Par exemple, si vous laissez une personne prendre la majorité des grandes décisions, cela deviendra normal et vous vous retrouverez au second plan. Nous voulons tous être cohérents. Nous avons tous envie de passer pour quelqu'un de prévisible et de cohérent. Et c'est ainsi que nous nous retrouvons piégés dans des cages que nous avons nous-mêmes créées. Comment changer ses habitudes? En gardant tout cela à l'esprit, que devez-vous en retenir? Tout d'abord, vous devriez éviter de faire quelque chose une seule fois si vous n'êtes pas prêt à le faire pour toujours. Et si vous le faites une fois, assurez-vous d'expliquer que vous ne pouvez pas toujours le faire et pourquoi. Mais s'il est trop tard pour cela, reconnaissez simplement qu'il est normal de changer d'avis. C'est normal d'être imprévisible à certains moments. Et vous ne devez pas vous contenter d'accepter une situation, même si elle dure depuis longtemps. Il existe toujours des moyens polis et sensibles de soulever un problème. Et si vous ne vous exprimez pas, la situation ne fera qu'empirer. Comment s'affirmer sans s'offenser ni provoquer de violence? Nous sommes, pour la plupart d'entre nous, des personnes qui aiment faire plaisir. En d'autres termes, nous voulons être appréciés, et la façon la plus simple d'y parvenir est d'accepter et de ne pas faire d'histoire. À long terme, cependant, ce n'est pas une bonne stratégie. En effet, avec cette méthode, les gens risquent de prendre votre nature facile pour acquise. Cela signifie que vous avez peu de chances d'obtenir les choses comme vous le souhaitez. Et finalement, tout cela signifie que vous risquez fort de commencer à éprouver un peu de ressentiment envers les gens. En d'autres termes, il est bon de temps en temps de se défendre et de s'affirmer. Cela signifie dire aux gens ce que vous voulez, leur dire quand les choses vont trop loin et, en général, être un peu plus honnête sur vos sentiments. Alors, comment faire? Attirer l'attention. La première chose à faire est d'attirer l'attention de la personne ou des personnes avec lesquelles vous souhaitez parler. Il y a un moment et un lieu pour prendre position, et si vous vous trompez, vous ne ferez qu'empirer les choses. Annoncer soudainement dans un groupe que vous vous sentez harcelé peut donner lieu à un véritable scandale. Prenez plutôt 1 ou 2 personnes à part, à un moment où vous savez que vous aurez un peu d'intimité et où vous avez plus de contrôle sur la situation et les variables. Assurez-vous ensuite qu'ils vous écoutent. Cela signifie que vous devez leur dire que vous avez besoin de leur parler et que vous devez essayer de soutenir leur regard. Sachez ce que vous voulez. Si vous voulez essayer de changer une situation, vous devez avoir un objectif précis.
Se plaindre ou faire des histoires peut vous faire paraître un peu instable sur le plan émotionnel, ce qui n'est pas notre but ici. Au contraire, partez avec une idée claire de ce que vous voulez et de la manière dont vous allez l'obtenir. Si vous voulez que vos amis cessent de vous taquiner avec un certain surnom, il suffit de le demander. Si vous voulez que votre partenaire commence à ramasser ses affaires, demandez-le. Soyez ferme mais juste. Ce n'est pas le moment de pointer du doigt, de blâmer les gens ou d'être généralement conflictuel. Faites abstraction des relations personnelles et n'oubliez pas de vous concentrer sur l'objectif. À cette fin, demandez ce que vous voulez et considérez que votre interlocuteur a fait une erreur ou qu'il ne s'est pas rendu compte de sa frustration. Assurez-vous d'être bien clair. Enfin, il est toujours bon de s'assurer que la personne à qui vous avez parlé a bien compris la situation et que vous êtes tous sur la même longueur d'onde. Un bon moyen d'y parvenir est de lui demander de répéter ce que vous lui avez demandé de faire, ou de promettre. Et veillez à ce qu'il vous regarde quand il le fait. Les meilleures façons de surmonter l'anxiété sociale. L'anxiété sociale est un phénomène qui peut nous affecter lorsque nous devons nous exprimer devant un groupe de personnes. Mais c'est aussi quelque chose qui peut nous affecter lorsque nous devons parler à nos propres amis. Certains d'entre nous sont tellement anxieux lorsqu'ils parlent, même au sein de leur groupe d'amis, que cela devient épuisant de se socialiser. Comme vous pouvez l'imaginer, il s'agit d'une situation que vous devez chercher à changer dès que possible. Mais comment faire pour surmonter l'anxiété sociale ? Comment passer de la nervosité, même parmi vos amis, à la confiance en soi qui vous permettra d'aller vers un groupe d'inconnus et de vous présenter ? TCC pour l'anxiété sociale. La TCC est la thérapie cognitivo-comportementale. Il s'agit d'une approche psychothérapeutique utilisée par les thérapeutes et les psychologues pour traiter un large éventail de problèmes. Essentiellement, la TCC consiste à changer la façon dont vous pensez dans vos relations. L'idée centrale est que vos pensées ont un impact sur vos expériences et que c'est ce qui peut conduire à des réponses émotionnelles ou des comportements indésirables. En d'autres termes, vous n'avez pas peur à cause de la situation, mais à cause de votre interprétation de la situation. Bien sûr, il est parfois utile d'avoir peur, et c'est une réaction que vous devez encourager. Mais dans d'autres scénarios, avoir peur est inadapté et vous rend moins performant que vous ne le seriez autrement. C'est le cas lorsque vous vous adressez à un groupe ou que vous abordez un inconnu. Vous avez peur parce que vous vous dites que vous allez être gêné ou contrarié, alors qu'en réalité, le pire scénario n'est pas si grave. L'objectif est alors d'essayer de faire en sorte que votre expérience intérieure corresponde à la réalité. Restructuration cognitive. Les outils que nous utilisons à cette fin relèvent de la restructuration cognitive. Il s'agit de modifier vos schémas de pensée à l'aide d'un certain nombre de sous-stratégies. La première est la remise en question des pensées. Il s'agit d'examiner précisément les pensées qui vous stressent et vous angoissent, puis de vous demander si ces préoccupations sont fondées sur la réalité. Demandez-vous, quelle est la pire chose qui puisse arriver ? Comment pourriez-vous faire face à cette éventualité ? Quelle est la probabilité que cela se produise de toute façon ? Par exemple, si vous parlez devant un public, le pire scénario est probablement que les gens se moquent de vous, ou vous disent de rentrer chez vous. Effrayant, non ? Mais quelle est la probabilité réelle que ces choses se produisent ? En réalité, 99% d'entre nous sont bien plus polis que cela, et nous avons bien plus de patience et d'empathie. De même, si les gens riaient, quelle importance cela aurait-il ? Vous ne reverriez jamais la plupart d'entre eux et de toute façon, il semble qu'ils ne soient pas vraiment des gens bien. Le test d'hypothèse est encore plus puissant que cela. Cela signifie simplement que vous testez votre théorie et découvrez ce qui se passe réellement si vous prononcez un mauvais discours ou si vous racontez une blague qui tombe à plat. Et vous savez quoi ? Le résultat n'est probablement pas aussi mauvais que vous le pensez. Pourquoi la gestion des émotions est essentielle à toute relation ? Les êtres humains sont des créatures guidées par leurs émotions. La triste ironie est que nous pensons être des êtres très intelligents et évolués. En fait, nos motivations sont à peine différentes de celles de nos chiens de compagnie. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, ce que vous pensez être de la colère et de la frustration face à un monde injuste pourrait bien être en fait de la faim.
Nous pensons souvent que nos pensées viennent en premier et que nos émotions suivent. Nous remarquons quelque chose qui ne nous plaît pas et nous nous mettons en colère. Nous nous souvenons du jour de la naissance de notre premier enfant et nous nous réjouissons. Mais le plus souvent, c'est l'inverse qui est vrai. L'émotion vient en premier et c'est elle qui nous pousse à penser d'une certaine manière. Et d'où vient l'émotion ? De la physiologie. Lorsque vous n'avez pas mangé pendant un certain temps, par exemple, cela provoque une baisse de votre taux de sucre dans le sang. Cela provoque à son tour une augmentation du cortisol, qui est l'hormone du stress. Dans le même temps, la sérotonine, l'hormone du bonheur, chute. Cela a pour but de vous mettre en action et de vous envoyer dans le monde pour trouver de la nourriture. Ces hormones sont liées à la gréline, l'hormone de la faim. Vous avez faim. Ensuite, lorsque vous mangez, le tryptophane passe dans le sang et est transformé en sérotonine dans le cerveau, l'hormone du bien-être. Celle-ci se transforme finalement en mélatonine et nous avons sommeil après un gros repas. Et c'est ce que beaucoup d'entre nous refusent de réaliser, et c'est ce qui peut conduire à tant de disputes inutiles et à tant de perturbations dans votre relation. Il se peut que vous regardiez en ce moment dans la cuisine toute la vaisselle non lavée. Vous pensez peut-être que c'est vous qui faites tout le travail ici. Votre partenaire ne lève jamais le petit doigt. Et malgré tous les remerciements que vous recevez. Pourquoi vous donnez-vous la peine de le faire ? Mais la réalité ? Vous avez faim et le monde vous semble bien sombre. Ils doivent probablement faire beaucoup d'autres bonnes choses et en général, un peu de désordre n'a jamais tué personne. Mais pour l'instant, ça semble horrible parce que vous avez faim. Il y a donc deux choses à retenir de tout cela. Lorsque vous êtes très en colère ou contrarié, demandez-vous si quelque chose d'autre n'en est pas la cause. Peut-être avez-vous simplement faim, ou êtes-vous trop fatigué ? Ne réagissez pas encore à votre émotion. Allez vous calmer un peu et ne parlez que si vous ressentez la même chose plus tard. De même, excusez ce comportement chez votre partenaire. Il est très déraisonnable et dit des choses qu'il ne pense pas. Mais il se peut qu'il ait simplement eu une mauvaise journée. Mais le plus important est d'essayer de réduire le stress dans votre vie et dans celle de votre partenaire. Lorsque nous sommes stressés, nous libérons à nouveau davantage de cortisol et d'une série d'autres hormones négatives. En outre, cela nous rend fatigués, moins aimables et moins moraux. Lorsque vous êtes très stressé ou pressé, vous avez 90% plus de chances de pousser devant quelqu'un dans une file d'attente. Comment pensez-vous que cela se traduise par une relation heureuse ? Vous venez d'écouter « Comment améliorer ses relations » présenté par lesdéveloppements.com. Pour plus d'informations, lisez nos e-books en cliquant sur le lien en description.